Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson de Dalida et Delon, Parole, parole, parole. où Dalida répond parole, parole, parole aux espèces de flots de compliments tous plus délirants les uns que les autres qui sortent de la bouche mielleuse d'Alain Delon. Bon, je pense qu'on n'a jamais fait mieux comme chanson pour dire à quel point la parole et les actes s'excluent, s'opposent, et à quel point il ne suffit pas de dire pour agir et faire quelque chose. Pourtant, la parole est quand même au centre de la construction de nos sociétés, de la liberté d'expression. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir parler de tout ? Pourquoi est-ce que la liberté d'expression est un droit si fondamental de nos démocraties ? Historiquement, la démocratie se constitue et apparaît, en tout cas à l'époque moderne, autour justement de la constitution d'un espace public qui est un libre espace de discussion avec par exemple les salons, les journaux. Et donc justement la liberté d'expression est vraiment au cœur de cette construction. Et c'est pas seulement en fait l'idée qu'on doit garantir votre liberté de penser par exemple, c'est aussi l'idée qu'on va constituer en fait un acteur dans le jeu des institutions, ce qu'on appelle l'opinion publique, qui va être comme un contre-pouvoir qui peut s'opposer en fait au pouvoir institutionnel de l'État qu'il faut contrôler et limiter. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les pouvoirs totalitaires ou autoritaires, par exemple, vont en général commencer par porter atteinte à la liberté d'expression, justement, ou si on appelle quatrième pouvoir les médias, la presse, qui vont justement favoriser cette liberté d'expression. Pourtant, quand on parle, a priori, comme nous l'apprend Dalida, on ne fait rien. Donc pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir parler de tout? Qu'est-ce qui se passe en fait quand on discute? Qu'est-ce qu'on fait quand on discute? Cette question du lien entre l'action et la parole, elle a été posée par un philosophe qui s'appelle John Austin dans un livre dont le titre est très explicite, qui est « Quand dire, c'est faire ». Austin, donc, c'est un linguiste qui s'est justement intéressé aux différents usages et différents aspects de la parole et qui a distingué précisément les énoncés qui permettent juste d'affirmer ou de constater quelque chose, si je vous dis « il est 11 heures » par exemple, et précisément donc les énoncés qui permettent de faire quelque chose. Donc par exemple, quand vous faites une promesse, par définition, vous ne faites rien, puisque précisément promettre, c'est dire là je vais rien faire, mais t'inquiète, je ferai plus tard. Et peut-être jamais d'ailleurs, mais bon ça me regarde pas trop. Donc ça, c'est précisément un performatif, c'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose que parler pour promettre. Mais en fait, c'est pas seulement certains énoncés qui sont performatifs, on peut dire que d'une manière plus générale, la parole est performative, c'est-à-dire que parler, c'est agir, que la parole construit, produit des effets bien réels, et ce, notamment dans la sphère politique. Et d'ailleurs, les théories d'Austin, justement, ont été reprises pour penser la délibération et la discussion, donc, dans la sphère politique et citoyenne. Donc, qu'est-ce qui se passe, justement, quand on discute entre citoyens, citoyennes ou entre élus ? En fait, c'est performatif parce que la communauté de la discussion devient un petit peu comme le symbole ou l'incarnation de la communauté politique. Donc en fait, en créant un espace de libre discussion entre citoyens, on fait exister la cité, c'est-à-dire cet ensemble d'individus qui lient leur destin et qui essayent de construire justement un destin et un avenir commun. Et même, chez une autre philosophe, Hannah Arendt, qui a pensé la condition de l'homme moderne au moment de la crise des totalitarismes notamment, la parole est la seule manière d'agir, et ce, notamment dans la sphère politique. La parole, c'est vraiment l'action par excellence, profondément libre et humaine. Alors elle est profondément libre parce que justement quand je parle et quand donc j'agis par la parole, je ne suis pas en train de faire quelque chose comme par exemple l'ouvrier qui produit une marchandise ou l'artiste qui produit une œuvre. Il n'y a pas de matérialité de la parole et donc il y a cette liberté justement quand je parle qu'il n'y a pas dans les autres formes justement de fabrication, disons.
La liberté, elle vient aussi du fait qu'il y a quelque chose d'imprévisible dans la parole, en fait. Vous savez, c'est comme dans les films, quand vous avez un homme politique qui fait un discours, et puis qui laisse de côté ses notes, et qui se met à improviser. En fait, quand vous prenez la parole, on ne peut pas vraiment savoir ce que vous allez dire, alors que quand vous engagez une action avec votre corps, ben, globalement, vous ne pouvez pas vous mettre d'un seul coup à sauter à l'autre bout de la pièce ou à voler. Donc cette immatérialité justement de la parole, elle la rend vraiment libre, plus libre que les autres formes justement disons de travail ou d'ouvrage, pour reprendre les termes de Arendt. Et enfin, il y a aussi cette idée que la parole passe par le corps, elle passe par la voix, mon verbe, ma manière de m'exprimer, et dans laquelle en fait je vais manifester ma singularité. Donc, c'est aussi une manière pour les hommes justement d'exprimer leur singularité dans leur pluralité. Et puis, on peut quand même aussi ajouter que, a priori, quand je parle à quelqu'un, sinon il y a un gros problème, et c'est donc une manière d'entrer en relation avec l'autre. Tout ça fait que la parole est donc bel et bien une action, ça exprime notre liberté, ça produit donc des effets, n'en déplaise à Dalida, et qui a une dimension éminemment politique. Et c'est la raison pour laquelle il reste fondamental de pouvoir parler de tout.